bonsoir. Alors je suis Benoît Charlot, alors je ne suis pas professeur, mais bon, je suis au CNRS, je suis directeur de recherche. Je travaille à Montpellier à l'Institut d'électronique et des systèmes et je suis un physicien en fait, mais qui fait de la biologie. Et donc ce soir, je vais vous présenter une partie de mon travail sur le sang. Et j'ai appelé ça la physique des écoulements sanguins. Vous en voyez un peu là, quelques globules rouges. Pourquoi le sang? Parce que je pense que ça parle à tout le monde. On a tous un peu de sang, à peu près 4 litres chacun. Et on a tous vu du sang, on s'est tous coupés, enfin voilà, on connaît tous. Mais là, on va regarder un peu plus aux petites échelles comment c'est fait et comment ça coule. Parce que quand le sang coule dans des petits capillaires, c'est très beau. Donc je voulais vous montrer ça. Donc, voilà. Alors, nous allons faire couler du sang dans des circuits microfluidiques. Les circuits microfluidiques, c'est ce que je fabrique tous les jours. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure comment ça se passe, à quoi ça sert. Et on va d'abord faire une petite introduction sur le sang. Donc le sang, vous connaissez un petit peu quand même. C'est ce petit liquide rougeâtre, épais, qui nous aide à vivre, qui parcourt tout notre corps. Et si on regarde un peu plus en détail, si on va vraiment au niveau cellulaire, le sang, c'est quand même beaucoup de globules rouges. Donc les globules rouges, pareil, je pense que vous avez tous une petite idée de ce que ça peut être. Vous avez tous déjà vu cette forme biconcave comme ça. Mais les globules rouges ont des propriétés assez incroyables quand on les regarde s'écouler avec un microscope. Donc, quelques définitions d'abord, parce que je suis un scientifique, donc on va parler un petit peu, donner quelques chiffres. Le sang est un fluide corporel présent chez l'homme et d'autres animaux, et oui, les animaux aussi, et qui apporte aux cellules les substances nécessaires, telles que les nutriments, l'oxygène, et évacue les déchets métaboliques. Le sang est fait, il y a des globules, des cellules, ce qu'on appelle les éléments figurés, qui baignent dans du plasma, le plasma sanguin, qui est fait à 95% d'eau quand même. Et puis il y a plein d'autres choses, des protéines, de l'albumine, de la globuline, des fibrinogènes, etc., des ions, du sodium, du calcium. Et puis, bien sûr, les gaz dissous, l'oxygène et le CO2, et puis des sucres, et puis éventuellement un peu d'alcool dans le sang. Voilà. Donc, dans le sang, on trouve aussi les éléments figurés des cellules circulantes, des cellules qui bougent, qui ne sont pas adhérentes, principalement les globules rouges, qu'on appelle les érythrocytes. Érythro, ça veut dire rouge. Les globules blancs du système immunitaire, les leucocytes, et puis les plaquettes, qui sont impliqués dans la coagulation, les thrombocytes. Donc là, vous les avez, les trois. Les globules blancs, enfin, celui-là, il est bleu, mais bon, non, on appelle ça blanc. Les plaquettes sont beaucoup plus petites, et puis un globule rouge. Alors souvent, on entend parler aussi d'hématocrite. L'hématocrite, quand vous faites un test sanguin, vous avez votre hématocrite. On ne dit pas taux d'hématocrite, on dit hématocrite tout court. C'est la fraction volumique des globules rouges dans le sang, donc c'est typiquement 45%. Ça peut varier aussi chez les gens. Chez les femmes enceintes, les bébés, tout ça, ça peut être plutôt dans les 30%. Et puis chez les coureurs du Tour de France, ça peut être beaucoup plus haut. Et les plus hauts hématocrites, c'est les mineurs de fond dans les mines qui sont à très haute altitude, ça peut monter jusqu'à 80%. Donc là, ça rend un sang extrêmement visqueux, ce qui est très compliqué à vivre. Et donc le sang, ça représente 7 à 8% du poids du corps. Donc quand on prend un tube qu'on laisse avec du sang, quand on le laisse, il va sédimenter, et tout en bas, on va trouver la fraction volumique qui correspond aux globules rouges. Au milieu, les globules blancs, et puis au-dessus, tout le plasma. Alors les globules rouges, donc, ce sont les cellules qui transportent l'oxygène vers les tissus. Donc, ce sont des disques biconcaves, flexibles et ovales, d'un diamètre autour de 7-8 microns. 2 microns l'épaisseur la plus fine, et au centre moins d'1 micron, donc c'est un petit peu creux. Et puis alors il y en a 30 10 puissance 12, 1000 milliards de globules rouges dans votre corps. C'est 70% des cellules de votre corps sont des globules rouges. C'est énorme. Et la moelle épinière fabrique ces globules rouges, donc c'est ce qu'on appelle l'érythropoïèse, et on en fabrique 2 millions par seconde de globules rouges. Donc là, depuis que j'ai commencé à parler, ça en fait beaucoup là dans la salle, qui ont été créés. Alors, hop, en plein un petit qui vient de passer. Donc ça, c'est un circuit microfluidique. Vous voyez l'échelle, là, ça fait 20 microns. Donc 20 microns, c'est un cheveu découpé en 5.
c'est tout petit, puis là c'est ralenti 10 fois, ça passe très vite, ça circule très vite. Alors on fait des circuits microfluidiques, c'est des répliques, parce que c'est pas évident d'observer, de mettre un corps humain sous un microscope. Donc pour observer comment les globules passent dans le sang, enfin passent dans des vaisseaux, pardon, on fait des répliques comme ça, et puis on les met sous le microscope, et puis on regarde les globules passer, puis là on va étudier toute la physique, la mécanique des fluides et la physique de la déformation des globules. Alors, un peu plus de physique. La viscosité du sang. Souvent on entend parler, ouais, j'ai le sang visqueux, prendre de l'aspirine, ça va me fluidifier le sang. En fait, le sang, c'est assez épais, mais il est rhéofluidifiant. Donc, la rhéologie, c'est l'étude de la viscosité des liquides. Donc, rhéofluidifiant, ça veut dire que quand il se déplace, il est moins visqueux. Quand il est fixe, il est visqueux, et dès qu'il se met à se déplacer, il est moins visqueux. Donc là, vous voyez la courbe de la viscosité qui dépend du taux de cisaillement. Alors le cisaillement, c'est quand on a le liquide qui frotte sur les parois, ça va plus vite à l'intérieur que sur les parois, et les globules commencent à être cisaillés, donc à tourner sur elles-mêmes. Et ça, cette baisse de viscosité, c'est induite par la déformabilité des globules. C'est-à-dire quand ça ne se déplace pas, les globules, ils s'empaquent les uns sur les autres, ils se collent, ça fait quelque chose qui est visqueux, et dès qu'on commence à remuer, ils se séparent les uns des autres, et ils vont se déformer, et donc la viscosité diminue quand le sang circule. Mais le sang, il circule tout le temps, en fait, dans le corps. Quand ça ne circule pas, c'est pas bon. Donc tout ça induit des problèmes de maladie. Donc les pathologies de la forte viscosité, c'est l'agrégation, la gélification, les thromboses, les problèmes quand on met des implants dans le corps humain. Et puis de l'autre côté, dans les régimes de faible viscosité, c'est la déformabilité. Donc là, les pathologies, c'est ce qu'on appelle la drépanocytose, sphérocytose, puis la malaria aussi, le parasite qui induit des problèmes de déformabilité des globules. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un globule est cisaillé, donc qu'il est mis dans un écoulement cisaillé? Eh bien, là, on a le taux de cisaillement vers le bas. Au début, il a la forme discocyte, donc c'est sa forme au repos. Et plus on le cisaille, plus il va être déformé et il va voir apparaître des formes. Et cette forme en trilobe, là, c'est une simulation qui est faite par un de mes collègues. Ces formes en trilobe ou polylobe ont été découvertes à Montpellier. Ça a été publié par mes collègues dans des revues prestigieuses, que quand le globule est très cisaillé, il peut prendre des formes comme ça qu'on ne connaissait pas avant. Donc alors il y a les stomatocytes, les trilobes, les hexalobes, etc., etc. Il y a tout un bestiaire des formes des globules rouges quand ils sont très cisaillés. Cisaillé, c'est quand on a des nappes de liquide qui vont à différentes vitesses. Quand on est, comment expliquer ça? Comme sur l'autoroute, il y a des voitures qui roulent lentement et d'autres, voilà. Donc plus on se rapproche de la paroi, moins ça va vite. Et quand on est au centre, donc quand on est proche des parois, on a beaucoup de cisaillement. Et du coup, là, il faut imaginer qu'il y a du liquide qui va très vite en haut et peu vite en bas. Voilà. Et il y a aussi le phénomène de tank trading, c'est-à-dire que la membrane, il tourne autour de lui-même, comme une chenille de char en fait. C'est pour ça que ça s'appelle le tank trading. C'est pas très original, mais. Alors, le globule, quand il est confiné, et les globules rouges, ils ont la capacité de pouvoir passer à l'intérieur de canaux tout petits. Ça tombe bien parce que les capillaires qu'on a dans notre corps ont des diamètres, des lumens à l'intérieur des canaux, plus petits que la taille du globule. Donc là, vous voyez, toujours en microfluidique, on a des petits canaux ici, et puis on voit des globules qui passent, et là, on a des petites constrictions, et les globules arrivent à passer, là où d'autres cellules classiques ne pourraient pas passer. Et ça, on regarde aussi, on peut le faire passer dans une constriction comme ça et regarder la forme, le temps qui prend à reprendre sa forme initiale. Ça peut être un marqueur de certaines pathologies aussi. Et là, on a des simulations de globules qui viennent se mettre en accordéon. Mais également, il y a, dans la mécanique des fluides du sang, tout un comportement collectif. Alors, il y a un effet qui est assez complexe qui s'appelle l'effet Faraday-Lindquist, qui dit que la viscosité du sang diminue quand le diamètre des capillaires diminue. Et ça, c'est des effets d'hydrodynamique qui font que les cellules ont tendance à se décoller des parois et à être repoussées plutôt vers l'intérieur du tuyau. Et ce qui se passe, c'est que dans un capillaire comme ça, on obtient une couche où il y a très peu de cellules. Vous voyez qu'il y a une forte densité de cellules au centre, et il y en a beaucoup moins sur les côtés. Et c'est probablement un mécanisme qui est dû à l'évolution.
qui fait que les globules ont cette forme pour pouvoir être projetés un peu loin des parois et ne pas frotter sur les parois pour ne pas user l'intérieur des vaisseaux. C'est probablement des mécanismes comme ça. Alors, ce qu'on appelle la couche sans cellules. Après, il y a d'autres phénomènes, les rouleaux dynamiques, c'est-à-dire que les globules ont tendance à s'agglutiner les uns les autres. Le chenillage des cellules, ça on en a déjà parlé, et la margination aussi. Quand on a des tout petits objets, comme par exemple un virus, il va avoir tendance à être expulsé plutôt sur les parois, ce qui va l'aider à partir et à aller coloniser et à passer la barrière des endothéliums. Bon, après, voilà, on ne va pas trop rentrer dans le détail de toute la physique du globule, mais il y a beaucoup d'effets de mécanique des fluides. Allez, on fait une petite pause. Je vous ai déjà montré beaucoup de choses. Donc là, on va faire un petit résumé. Le sang, c'est un fluide qui est compliqué. Au niveau physique, c'est très compliqué. Les cellules, les globules rouges, sont très déformables. Mais après, pour comprendre pourquoi et comment ça circule, pourquoi le cœur arrive à faire circuler le sang dans des milliers de kilomètres de vaisseaux qu'on a dans le corps, facilement, il faut quand même prendre en compte les tuyaux pour comprendre ce qui se passe. Parce que la forme des tuyaux va avoir aussi un effet sur la manière dont le sang circule. Alors la circulation sanguine, là je fais vite un petit cours. Bon, et ben là ça part du cœur, hein. Pareil, le cœur, vous avez deux, trois notions. Ça va vers les poumons, ça revient sur le cœur, sur l'autre ventricule, ça repart dans les organes. Là, ça passe dans tous les organes, ça irrigue tous les tissus. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de capillaires pour amener les nutriments à peu près partout. Et puis ça retourne au cœur et ça continue sans cesse. Là, j'avais une question sur les taux de cisaillement. Là, on a quelques valeurs des taux de cisaillement. Donc, dans les gros vaisseaux, on a l'aorte, on a des taux à 150 secondes moins 1, et ça monte jusqu'à 1000 dans les petites artérioles. Donc, plus les vaisseaux sont petits, plus il y a de cisaillement. Et plus, donc, ça va fluidifier le sang. Donc, en sortant du cœur, le sang part dans les artères. Donc, les artères, c'est le sang oxygéné qui va vers les organes. Ensuite, ça se divise en des plus petits vaisseaux qu'on appelle les artérioles, qui ensuite se divisent en un réseau de capillaires, ce qu'on appelle le lit capillaire, qui va aller irriguer absolument tous les tissus, partout. Alors, la forme de ce réseau dépend de l'organe. Dans un cerveau, ce n'est pas la même chose que dans un muscle. Et puis après, une fois qu'ils ont irrigué, ils ont apporté l'oxygène, récupéré le CO2, tout le sang est récupéré par un arbre de vénules, et enfin qui tombe dans des veines. Donc les veines, c'est toujours le sang qui repart vers le cœur et qui provient des organes. Okay, donc artère, ça amène le sang frais, les veines, ça ramène le sang chargé en CO2. Et ça repart sur le cœur. Alors nous, on s'intéresse à la forme de ces réseaux et comment le sang circule à l'intérieur de ces réseaux. Alors, ça, c'est le schéma classique qu'on trouve un peu partout, Wikipédia et tout ça, mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est un réseau, un lit capillaire. Ça a été imaginé par l'Institut du cerveau, à Paris. C'est dense. C'est une reconstruction en 3D, ça, d'un réseau. Et là, vous voyez, pareil, ça, je pense que c'est une coupe de cerveau. On a en bleu, c'est toujours les artérioles, en rouge, c'est les vénules. Et puis, donc, on voit un réseau très, très dense, très compliqué, avec ces petits vaisseaux. Ça, c'est un cerveau humain. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 15 jours à Saint-Sébastien, au Musée des Sciences. Il y a une exposition sur la plastination. Donc la plastination, c'est qu'ils prennent des gens morts et ils insèrent dans le réseau vasculaire un polymère qui durcit. Et après, ils dissolvent tous les tissus restants pour obtenir un moulage du réseau. Alors là, on voit bien les grosses artères, des petites artérioles. Alors là, on n'a pas tous les capillaires parce que le plastique n'est pas assez fluide pour aller partout, mais on voit déjà quand même qu'on a une belle complexité, une belle arborescence compliquée dans un cerveau. Donc ça, c'est du cerveau humain. Et là, on va passer au cerveau de... Cerveau de quoi, ça? Oui, souris. Souris ou rat, rongeur. Donc ça, c'est une vidéo qui est assez jolie, c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est une reconstruction en fait en 3D de tout un réseau vasculaire d'un cerveau qui a été fait par microscopie confocale et qui ensuite a été segmenté, et on a créé un modèle 3D dans lequel on peut se promener. Et il y a tout le réseau qui est décrit, pratiquement jusqu'au tout petit capillaire. Donc là, ça fait pas mal ça fait quand même quelque chose qui est
compliqué, bien lourd à gérer. Et puis pour étudier des statistiques de débit et de choses comme ça là-dedans, ça reste extrêmement compliqué. Voilà, donc on va le laisser. Si vous avez des questions au passage, pendant qu'on regarde ça. Donc c'est une société qui fabrique, en fait, qui vend des techniques pour clarifier les cerveaux, parce que pour aller imager tout ça, il faut les tissus biologiques, c'est très diffusant. Donc ils vendent des systèmes qui permettent de clarifier, de rendre un cerveau complètement transparent. Et donc avec leur technique de clarification, ils ont pu réussir à segmenter tout le cerveau. Alors un autre exemple que j'aime bien... Juste une petite question. Quand on clarifie le cerveau, on reste vivant ou... Ah non. Ah d'accord. Je vous le souhaite pas. On n'a pas les idées plus claires. Non. Alors, c'est un exemple que j'aime bien donner parce que là, pareil, on a tout un réseau entier avec une entrée et une sortie. C'est un ganglion lymphatique de souris, donc c'est un tout petit organe, 1 mm de long, 0,2 mm3. Et pareil, ce réseau a été résolu, a été tout mesuré. Vous voyez ici l'arbre d'artériole et l'arbre de vénule, à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus, le code couleur. Et dans ce tout petit organe, 1 mm, c'est une crotte de nez, il y a 16 000 vaisseaux. 16 000 vaisseaux, 12 000 nœuds, 12 000 bifurcations. Et si on le met bout à bout, ça fait pratiquement 1 mètre de long. Donc c'est extrêmement dense. Et il y a une entrée et une sortie. Et ça reste un modèle, et l'idée, ça serait d'essayer de reproduire tout ça dans un système artificiel pour qu'on puisse l'utiliser et l'observer sous microscope. Mais ce n'est pas évident parce qu'on a une topologie 3D, là, et si on veut le mettre à plat pour l'utiliser sous un microscope, il faudrait le projeter. Et ce n'est pas la même topologie. Donc pour ça, nous, on utilise la microfluidique. Alors, la microfluidique, c'est des technologies qui permettent de reproduire avec des techniques issues de la microélectronique, de la salle blanche, de la microfabrication, des petits tuyaux, en fait, des systèmes transparents, vous voyez, les circuits microfluidiques, c'est tout transparent, dans lequel les motifs sont à peu près à l'échelle des cellules. Donc c'est très utile pour faire reconstruire des jonctions neuronales. Au labo, on peut reconstruire là, on a du cortex, du striatum, ou des jonctions motoneurones-muscles pour étudier des maladies du motoneurone, et des muscles ici. Des cellules du système immunitaire, des îlots de Langerhans, donc dans le diabète. Et puis, la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces techniques-là, où vous voyez des tout petits tuyaux, là, vous les voyez là, en transparence, pour reproduire le réseau vasculaire et regarder ce qui se passe quand le sang s'écoule. Ah voilà, c'est ce qu'on a fait. On a fabriqué ça en salle blanche, à Montpellier, avec une technique, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui nous permet d'avoir une topographie qui ressemble un petit peu qui se rapproche de ce qu'on trouve in vivo. Donc là, on imagine une artériole qui arrive, et puis un arbre qui distribue, et puis là, tout en bas, un réseau vasculaire avec des boucles, des tortuosités, qui représentent un petit peu ce qu'on peut trouver dans le cerveau, dans le corps humain, dans n'importe quel organe. Voilà le réseau complet, bon, on ne voit pas très bien. Donc une entrée, une sortie, un arbre d'artériole, un lit capillaire. Alors là, on n'en a pas 16 000 nœuds, mais on en a une centaine au moins. Et puis un réseau de vénules qui renvoie sur une veine. Et donc là, on va prendre du sang et on va appuyer avec une seringue ou avec un générateur de pression et on va observer ce qui se passe. Donc ça, c'est la manière avec laquelle on les fabrique. On va passer rapidement dessus. Quel est l'organe le plus vascularisé dans le corps humain ? Je pense que c'est les muscles. Avec la plus grande densité de capillaires, ouais, je pense que c'est les muscles. Parce que là, il y a vraiment de la consommation d'oxygène intense. Après, la densité de capillaires, c'est un bon marqueur aussi d'état. Avec Alzheimer, par exemple, on s'est rendu compte que les coupes histologiques après Alzheimer, on voit des neurones qui disparaissent, mais il y a aussi moins de capillaires. Donc, est-ce qu'il y a moins de capillaires parce qu'il y a moins de neurones, ou est-ce qu'il y a moins de neurones parce qu'il y a moins de capillaires ? Là, il y a peut-être une piste à suivre. Donc voilà, on a mis du sang. Donc là, on a des petits capillaires ici. Donc vous les voyez, là c'est bouché, ça nous arrive très souvent. Les globules rouges qui se mettent à la queue leu-leu, qui adoptent une forme de parachute. Et puis après, c'est récupéré ici, et hop, ça revient, et ça repart. Et là, vous voyez des cellules qui
qui se compactent les unes à côté des autres. Donc là, ça nous permet de voir cellule par cellule, donc d'essayer de comprendre au niveau physique qu'est-ce qui se passe, l'interaction entre cellules, l'interaction avec les parois, et des choses comme ça. Donc là, ça va commencer. Regardez, les cellules, elles sont discocytes, et dès qu'on met la pression, hop, elles changent de forme, et elles se mettent à la queue leu-leu, les unes derrière les autres. Et là aussi, on les voit passer avec cette forme typique de balle de revolver, là, qui, quand elles sont dans un capillaire, à peu près 5 microns de diamètre, le capillaire. Donc ça, vous avez vu une photo noir et blanc. Là, je vous ai mis la photo en vraie couleur, parce qu'on utilise des caméras noir et blanc, parce que la couleur ne nous apporte pas beaucoup d'informations, mais c'est bien rouge, hein, les globules rouges, il faut me croire. Voilà, donc d'autres images. On a quelques vidéos, on a trafiqué un petit peu les contrastes pour pouvoir observer mieux et pouvoir mesurer des vitesses, calculer des répartitions. Et puis là, c'est à peu près les images que vous avez déjà vues dans le réseau de Vénule. Donc là, c'est pas du sang entier, ça. On ne travaille pas avec du sang entier parce que le plasma contient plein de choses, qui fait que très souvent ça bouge. Dès qu'on fait circuler du sang dans autre chose que des veines, en fait, ça bouge tout de suite. Donc on utilise ce qu'on appelle des suspensions sanguines. On retire tout le plasma, on laisse uniquement les globules rouges et blancs. Et on utilise l'OptiPrep qui nous permet d'éviter la sédimentation aussi. Donc on triche un peu, mais au niveau physique, c'est la même chose. Après, quand on regarde encore plus en détail, donc ça c'est à peu près 20-30 microns, les petites artérioles. Alors là, on a des cellules qui sont collées. En vrai, ça ne se passe pas trop, ça, dans les vrais, avec les endothéliums. Mais nous, dans nos circuits, dès que le sang circule en dehors du corps, il a tendance à mal se passer. Mais là, on voit que les cellules, quand même, se compactent bien les unes aux autres. Et là, en bas, on voit qu'elles sont en quinconce. Donc là, on arrive sur les plus ou moins 10 microns avant les capillaires. On a comme des cristaux où les cellules adaptent à peu près toujours à la même configuration. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe aux bifurcations? Alors ça, c'est assez rigolo. Quand on a un réseau, on se rend compte que on a des morceaux, des segments là, du réseau où les globules vont des fois dans un sens, puis après dans l'autre. Ça nous a paru bizarre, mais après on est allé voir des vrais biologistes, hein, pas comme moi, on leur a demandé est-ce qu'on observe ça aussi in vivo, et apparemment oui, le réseau se réadapte en permanence. Nous, le réseau il est fixe. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, normalement, autour des vaisseaux sanguins, il y a des muscles, ça s'appelle les péricytes, ce qui permet de faire varier le diamètre des tuyaux et de faire varier la pression. Quand il fait très chaud, on a la vasodilatation, on transpire plus, on devient un peu plus rouge. Quand il fait très froid, on est tout bleu, c'est parce que les vaisseaux se contractent. Donc la résistance hydrodynamique augmente. Et donc là, vous voyez, on a des portions de circuit où il y a beaucoup de cellules, et puis là, il y en a un petit peu moins. Elles passent les unes après les autres, et on les voit passer. Moi, j'aime bien regarder les globules rouges. Et en vrai, sous microscope, c'est encore plus beau. Sauf que ça va très très vite. Là, tout ça, c'est ralenti. Hein. On s'est filmé avec des caméras rapides. Ça va très très vite. Alors voilà, flux sanguin dans les capillaires. Là, vous les voyez vraiment les uns au bout des autres. Ils adoptent cette forme-là. Ils se collent. C'est des effets de mécanique des fluides, de pression, de dépression avant, après les globules. Là, vous les voyez. Là, on a l'impression qu'ils frottent vraiment contre les parois. Là, on commence à voir les vibrations des membranes, de la membrane des globules rouges. On commence à observer quelques vibrations. Et là, on les voit, c'est un embouteillage, donc ça passe. Lui, il aimerait passer, et puis il y a du monde, alors il attend, et puis au bout d'un moment, il va passer. Il se rentre dedans, très souvent. Là aussi, on voit des oscillations de membrane cellulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on... Oui. Oui, oui. Non. On est dans un réseau qui est tout interconnecté, donc si elle fait un petit détour, après, ça finira dans le cœur. Hein. Ça remonte pas à contre-courant. Ouais. Après, il y a les parasites sanguins aussi, il y a des parasites qui habitent dedans. Je vous en parlerai tout à l'heure peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe si on rigidifie un tout petit peu les globules rouges?
Il y a un produit chimique qui s'appelle le glutaraldéhyde, ça change les propriétés de rigidité des membranes. Et si on rigidifie un tout petit peu les globules, eh ben, on a ça. C'est un AVC. C'est horrible. C'est un AVC sur puce. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que le moindre petit changement de viscosité, que ce soit dû à la membrane ou à l'hémoglobine à l'intérieur, c'est quand même plus souvent ça, c'est l'hémoglobine qui change de viscosité, et ben on peut arriver à des phénomènes catastrophiques où on vient tout boucher simplement parce que les globules ne sont plus déformables et ne peuvent plus passer à l'intérieur des petits capillaires. Et là, ça bouge très vite. Oui, ça fait peur. Alors, on a aussi essayé de simuler la pulsation cardiaque. Donc là, la pulsation cardiaque, on la voit, on met des rampes de pression pour simuler un peu la pression sanguine. Mais en fait, à part... Tiens, la vidéo s'arrête, c'est rigolo. Donc on le voit dans les gros vaisseaux. Dans les petits capillaires, ça se voit plus, ça disparaît au bout d'un moment. La pulsation cardiaque, on la voit plus. Les globules continuent de manière continue leur trajet. Donc voilà, sous tout ça, c'était des observations, et j'ai des collègues aussi à l'Institut de maths, là, à Montpellier, qui eux font de la simulation. De ce qu'on appelle la simulation, ils vont reproduire chaque globule avec une technique de modélisation en éléments finis. Ils vont calculer la déformée des membranes. Donc ça, c'est des énormes calculs sur des énormes calculateurs, et ils vont mettre des centaines, des milliers de globules dans un système en cisaillement. Donc là, le liquide va de la droite vers la gauche, et en haut, il va dans l'autre sens. Et ils vont calculer des hématocrites locaux, des densités de cellules, des mouvements, la forme des globules. Vous voyez toutes les formes que prennent ces globules, les chocs et les contacts que toutes les cellules font entre elles. Donc ça, c'est une suspension de globules rouges sous cisaillement, avec un taux de cisaillement de 100 secondes moins 1, avec un faible hématocrite à 12% et demi. Et puis, ces simulations, l'idéal, c'est quand même de les confronter aux observations. Et là, voilà, on a les simulations et les expériences d'un côté ou de l'autre. Là, on voit des rouleaux dynamiques, des cellules qui se mettent les unes derrière les autres en écoulement. Donc ça valide la manière de simuler. Et ça, ces simulations, après, peuvent être utilisées pour prévoir ce qui se passe, par exemple, dans un stent. Ça, c'est un anévrisme. Donc un anévrisme, c'est une poche au niveau d'un coude. Et puis on a une zone où là, on va avoir des circulations ou des recirculations de sang et pas mal de pression. Et si un jour ça claque, il y a une petite hémorragie. Ça peut être pas dangereux comme létal. Donc pour éviter ça, on met un stent. Donc un stent, c'est une petite paille trouée qu'on insère, et le sang est guidé à ce niveau-là, et cette zone-là n'est plus irriguée et au bout d'un moment disparaît. Donc ça permet d'éviter que l'anévrisme ne pète. Le problème, c'est quand ça claque. Voilà, donc là, avec ces simulations, on peut voir l'efficacité de ces stents et calculer tout ça plutôt que de faire des manips sur des vrais gens. Faut me dire au niveau du temps, si je suis bon. Sinon, moi, je peux parler pendant des heures, hein, donc faut m'arrêter au bout d'un moment. Je l'ai su, à chaque fois, c'est le truc que j'oublie toujours. Je ne sais plus si c'est 7 jours ou plus. Oui, ça a une durée de vie limitée. Répétez la question. Pardon ? Répétez la question. Combien de temps un globule rouge vit ? Je sais, oui, ça va me revenir. Il y a un truc marrant, tiens, on peut faire 2 minutes scatologique. La couleur de vos selles, 120 jours. Ouais, 3 mois, c'est ça. C'est très long. Je ne sais pas pourquoi j'avais 7 en tête, mais c'est 120. Ouais. La couleur de vos selles marron, ça vient de l'hémoglobine oxydée. Les globules rouges oxydés deviennent marron, une couleur de la rouille en fait. Et dans nos selles, une grosse partie de globules rouges qui sont retraités. Et donc, c'est ce qui colore nos selles. Voilà, c'était la minute scato. Oui, une autre question. Ça dépend si on est au repos ou si on... Mais ça, j'en ai aucune idée non plus. Mais c'est une très bonne question. Le rôle du... le rôle de l'aspirine. Ouais.
C'est un anti-thrombose, c'est sur les plaquettes, hein, ça doit agir sur les plaquettes. Ça, je saurais pas vous dire parce que je suis. Ouais. Ouais. Sur les cellules endothéliales et sur les plaquettes, ouais. Là, on est dans la biochimie, c'est plus mon domaine. Ouais. On va revenir sur les dispositifs. Moi, je fabrique des dispositifs. Là, un travail qu'on a fait, qu'une de mes anciennes postdocs a fait il y a quelques temps à Paris. C'était un système avec des électrodes, des champs électriques. On fait parcourir des globules dans des constrictions comme ça. On a une électrode là, et on regarde comment l'électricité parcourt, comment les lignes de champ s'organisent autour des globules. Et quand le globule passe, on a une chute de courant. Et en fonction de cette chute de courant, on peut avoir des informations sur leur forme. Et notamment, on peut détecter la présence de globules rouges drépanocytaires. Donc simplement en faisant circuler ça, une petite mesure électrique, on peut détecter des pathologies du sang. On a aussi des étudiants au CBS, notamment chez mes collègues du CBS, qui travaillent sur la thrombose et sur la deep vein thrombosis. Et ce qui se fait de plus en plus, c'est qu'on reconstitue la couverture de cellules endothéliales. Là, vous avez les cellules endothéliales, donc c'est ce qui compose l'intérieur des veines et des artérioles. Et c'est très, très important, c'est impliqué dans beaucoup de pathologies. Et notamment la thrombose, et donc elle reconstitue des systèmes avec ces cellules endothéliales pour étudier les mécanismes de thrombose. Et puis un dernier exemple qui me plaît bien, je trouve ça assez joli, c'est des collègues à Paris, au C2N, à Saclay, qui fabriquent des oxygénateurs microfluidiques. Donc c'est comme un poumon artificiel. On a tout un système comme ça avec des entrées-sorties, et on vient faire circuler le sang dans les mêmes matériaux que j'utilise pour faire mes réseaux vasculaires. Et on a un réseau, on a le sang qui circule, une petite membrane très fine, et de l'autre côté, on a un réseau aérien avec de l'air frais qui passe, et on va avoir des échanges gazeux, et ça va permettre d'oxygéner le sang et d'extraire le CO2, comme les poumons. Et donc ils ont fabriqué ces petits systèmes qui font à peu près 10 cm. Là, vous voyez, c'est rouge, donc il y a du sang qui circule. Ils ont fait des manips avec du sang de cochon, hein, quand même, je vous rassure, pas du sang humain. Et ils ont montré que leur système marchait et qu'on était capable de remplacer un poumon humain. Donc ça peut être utile dans des... Ça existe déjà, les oxygénateurs, mais c'est des gros appareils. Et là, de faire quelque chose de très compact. Mais pour l'instant, ils sont pas à pouvoir filtrer des litres et des litres, enfin, oxygéner des litres et des litres de sang. Il faut augmenter tout ça d'un facteur 10 encore. Donc, c'est probablement les stacker les uns sur les autres. Mais voilà, ces technologies permettent de faire du poumon artificiel aussi. Voilà. Voilà. Je vous ai montré plein de choses. C'est pas que mon travail. J'ai beaucoup de collaborateurs à Montpellier, donc IUS, CBS, tout ça, IMAG, IRIM, c'est à Montpellier. Et puis des collègues au Canada aussi qui travaillent sur ces sujets-là. Et puis tout ça est pas mal financé par l'Université de Montpellier via une initiative sur les sciences du sang, tout ce qui est étude du sang au niveau physique, modélisation. Voilà, donc là la phrase de conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon? Vous avez tout compris, hein? Si, il y a une question. Interrogation. Attention, il y a une question et en plus, c'est un médecin alors. Ah ouais, non, mais je suis pas médecin, moi. Tant pis, fallait pas venir. Non, je voulais juste savoir en quoi étaient fabriqués vos micro-vaisseaux là. Alors, voilà, ça, je peux répondre. C'est un polymère silicone, ça s'appelle le polydiméthylsiloxane. C'est un matériau il y a plein d'intérêts. Il est très transparent, extrêmement transparent, et il ne fluoresce pas. C'est un liquide visqueux qu'on réticule, donc on le moule sur une empreinte qui est fabriquée avec des résines photosensibles en salle blanche, et on fait une empreinte les photomètres que je vous ai montré à un moment donné. Voilà, ça c'est l'empreinte, et on va venir couler ce polymère silicone dessus. En fait, c'est un peu la même matière que les moules à cupcake. Voilà. Vous voyez tout ce que c'est, un moule à cupcake?
Sauf que là, c'est très purifié, c'est très transparent, c'est un peu plus cher. Et on coule ça dessus, ça durcit, on démoule, et après on vient le replaquer sur une lame de verre. Et pareil, on peut le coller sur du verre avec un traitement au plasma pour faire l'isolation. Et c'est très transparent. C'est ça qui son principal intérêt, c'est que c'est très transparent et qu'en plus les cellules dedans le vivent bien. C'est biocompatible et ça ne va pas tuer les cellules. Oui. Ah bah, on en voit de temps en temps. Alors j'avais des vidéos où des fois on voit un blanc qui passe, mais c'est beaucoup plus rare. Oui, ils sont aussi déformables, un peu moins, mais ils sont aussi déformables. Eux, ils peuvent migrer. Alors, ce qui est incroyable avec les globules blancs, c'est qu'ils peuvent ils peuvent traverser les endothéliums. Alors là, il y a des problèmes de physique incroyables. C'est comment ils font pour freiner. Quand il y a un site inflammatoire, ils vont venir s'accrocher sur le glycocalyx, et commencer à rouler, à freiner, à s'accrocher, et ils vont écarter les parois des cellules endothéliales, ce qu'on appelle la diapédèse, et passer pour aller vers le site où il y a l'inflammation, inflammée, et aller commencer leur travail immunitaire. Oui, voilà, ouais, avec la diapédèse. Mais comment ils font parce que ça va très vite, hein, ça circule très vite, comment ils font pour déjà trouver l'endroit, freiner en s'accrochant sur les bords et s'arrêter? Au niveau physique, c'est très compliqué au niveau de la biophysique. Ah oui, ça je ne sais pas, mais au niveau... non, il y a des protéines d'adhérence cellulaire, des accrochages, et voilà. J'ai des collègues qui étudient ça à l'Institut de virologie à Montpellier.